Yes, we can. ¡Que viva el pueblo grosso! ¡Que viva el grosso! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. D'où vient l'information? C'est la question de la 29e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Les journalistes Isabelle Lucione, Giuseppe Ogiol, accompagnés de Julien Lebaille-Bertouch, nous donnent quelques éléments de réponse. Xavier Affre lui restera dans le thème avec deux films, Pentagon Papers et Spotlight, et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Isabelle Lucione, Giuseppe Ogiol, bonsoir. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Isabelle, je le rappelle, vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Corse Matin. Giuseppe Ogiol, vous, rédacteur au sein du Pure Player, Corsenet Info. Et Julien Lebaille-Bertouch, bonsoir. Vous Bonsoir, êtes Caroline. notre jeune du soir. C'est ça, ouais. Mais vous êtes également et surtout élève en terminale ES au lycée Fesch Oui, c'est fait, c'est ça. d'Ajaccio. Et on commence avec vous. Quelle est votre définition de l'information, Julien? Alors pour moi, une information, c'est vrai que bon, voilà, j'ai 17 ans, je suis en terminale. L'information pour moi, je pense pour ma génération, c'est quelque chose qui est un peu démocratisé. Je pense que nous, maintenant, on a l'habitude d'avoir de l'information de partout et tout le temps, que ce soit sur Internet ou même à la télé ou dans les journaux, même si c'est pas ce qu'on privilégie à mon âge. Mais voilà, c'est un peu... ça vient de partout, je pense, l'information. Et après, il faut savoir la traiter, voilà. Alors l'information, la définition communément admise, c'est qu'une information présente un intérêt pour le public, qu'elle est factuelle et surtout qu'elle est vérifiée. Voilà. Alors quels sont plutôt les médias et les supports que vous privilégiez pour vous informer? Alors moi, comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est Internet. Et pas forcément les sites Internet qui sont spécialisés dans l'information, mais plus sur les réseaux sociaux, ou par exemple Twitter, où l'information arrive à nous. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Après, oui, je regarde de temps en temps les journaux à la télé, voilà, ce genre de choses. Alors, on reviendra sur les réseaux sociaux. Isabelle Giazet, une récente étude menée par Via Voice dans le cadre des Assises internationales du journalisme révèle que 9 Français sur 10 pensent que la profession de journaliste est utile. Est-ce que ça vous rassure, Isabelle? Je ne sais pas si ça me rassure, mais c'est quand même important de penser que c'est un métier de professionnel et que ça n'est pas parce qu'on se balade dans la rue avec son smartphone qu'on devient un photographe de presse et ça n'est pas parce qu'on a écrit 3 phrases sur Facebook avec 2 fautes d'orthographe par mot qu'on est un journaliste. Voilà, l'information, c'est quelque chose qui doit être vérifié plusieurs fois. Nous, on a coutume de dire qu'il faut 3 sources concordantes pour qu'il y ait une information vérifiée. Il en faut au moins 2. C'est-à-dire que tant qu'on est au stade de quelqu'un m'a dit, que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un lui a dit, c'est pas une information, c'est une rumeur. Et une rumeur, il n'y a rien de pire, notamment dans une société fermée, mais dans le sens géographique tel que la nôtre. Ça peut amener même jusqu'à des choses très dramatiques sur la vie des gens, quoi. Alors la tendance est ou était à accuser, on va dire, les journalistes de tous les maux, voire presque tous les maux de la société, généralement faire partie d'un système, même si on ne sait pas trop de quel système on parle, d'être à la botte des puissants, des politiques, des lobbies économiques. Alors vous êtes journaliste au sein de médias privés, selon des modèles très différents, des modèles économiques très différents. Vous, Isabelle, PQR, donc une économie plus traditionnelle. Vous, Giazet, au sein d'un site internet, donc une économie axée vraiment sur le numérique. Comment garantit-on l'indépendance d'une rédaction face aux propriétaires ou face aux annonceurs, puisqu'on sait quand même que dans les médias, et comme partout, en tout cas ailleurs, ou en tout cas dans beaucoup de domaines, l'argent c'est le nerf de la guerre, Isabelle. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que même si plein de gens ne le savent pas, les journalistes ont un statut qui est extrêmement protecteur.
C'est-à-dire qu'on est détenteur d'une carte professionnelle qui s'appelle la carte de presse, qui implique des droits et des devoirs. Ce qui fait que, par exemple, on a l'absolue interdiction de faire de la publicité ou du public reportage. C'est le truc qui nous fait perdre notre carte de presse. Et pour ce qui est de l'indépendance, parce que l'indépendance, ça peut être aussi de ne pas parler de quelque chose. C'est un peu du ressort de chacun, avec sa conscience. Je pense qu'on n'a jamais tort d'être courageux. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Parmi nos principaux annonceurs, il y a les grandes surfaces, ici. Et on sait que ces derniers temps, le thème a fait polémique, notamment dans la région d'Ajaccio, avec les hyper grandes surfaces qui sont en train de se monter, etc. Face au commerce de proximité, du centre-ville. Voilà. Nous ne nous sommes jamais privés de faire parler, y compris les gens qui sont contre, et y compris de poser des questions par rapport à X mètres carrés de grande surface par rapport à telle ou telle population. Et jusqu'à maintenant, ces grandes surfaces ne nous ont pas retiré leur publicité. Il y a eu de conséquences voilà, donc, économiques. On ne s'est même pas posé la question. On ne s'est même pas posé la question. C'était une info, il fallait la traiter, il fallait poser des questions par rapport au public. Et donc, on l'a fait. Diesel, la même question pour vous. Alors, je vais venir un peu, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle, mais déjà, on va repartir de la base, votre étude, donc disant que 91% des Français trouvaient une utilité aux journalistes. Alors, encore heureux, moi je vais vous parler d'une autre étude qui est sortie récemment, où on dit que les journalistes n'ont plus d'utilité, que des robots feront nos métiers dans 10 ans. Donc une étude en chasse l'autre, mais forcément, oui, il y a une utilité. Et pour ce qui est de l'indépendance des médias privés par rapport à la pub, bon, déjà, il y a de plus en plus de médias privés qui s'orientent vers des régies publicitaires pour contourner ce problème. Mais est-ce qu'il le contourne vraiment? Surtout dans une micro-société comme la nôtre, j'en sais rien. Je pense que Corse Matin est plutôt indépendant, de par ce que vient d'expliquer Isabelle. Mais après, pour une structure comme Corsenet Info, bon, moi je parle de la structure donc, où j'évolue, Corsenet Info n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes subventions, les mêmes financements, les mêmes que Corse Matin. Sans doute que si des grands investisseurs qui font la pub en Corse retirent toutes leurs billes de Corsenet Info, peut-être que ça sera problématique un jour. Est-ce que ça vous empêche d'aborder? Je n'ai jamais vu d'article qui était refusé ou interdit, même des articles à charge contre des grandes surfaces. Mais est-ce que vous-même, vous interdisez de parler de certains sujets? Alors moi, personnellement, je m'interdis de parler de rien. En général, bon, il y a quand même une veille. Moi, j'envoie mon article, il y a une relecture, il y a quelque chose qui est fait, mais moi, personnellement, je m'interdis de rien. Après, dans une société comme la nôtre, encore une fois, on est une micro-société, tout le monde se connaît. De temps en temps, bien entendu, il y a des interdits qui sont implicites ou explicites, qu'on touche du doigt. Et après, c'est des choix personnels. L'autre enseignement de cette étude, c'est que 61% du panel estime que c'est aux journalistes de vérifier, de faire le tri entre fake news, intox, rumeurs. Oui, bien comme l'a dit Isabelle, encore une fois, encore heureux. Encore heureux. Est-ce que c'est... Heureusement, et il faut plusieurs sources, bien entendu, comme l'a dit Isabelle il y a quelques minutes. C'est la conception que vous faisiez du métier pendant votre formation? C'est la conception. Alors moi, je fais une formation de journalisme, donc organisée conjointement par l'Université de Corse et une école de journalisme sur le continent. C'est la conception qu'on nous a rabâchée. C'était l'une des informations, peut-être les premières à rentrer. Est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit pour Internet? Alors ça, oui. Alors, moi déjà j'ai une formation à la base pour une formation à la radio. J'étais formé à RCFM, donc c'est différent. À la radio, donc c'est des phrases courtes, des mots simples, des faisceaux de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Donc il faut aller à l'essentiel. Pour la presse écrite, c'est différent. Bien entendu, il y a des similitudes, mais c'est différent. Et pour le web, il y a une différence supplémentaire qui, moi, après, c'est un intérêt que j'ai. Moi, je suis un peu geek, donc Julien me rejoindra sans doute là-dessus. Moi, l'intérêt principal que je trouve au web, c'est que sur un article, on va dire un article de 3000 signes, donc un article plutôt court, on peut y incorporer des liens hypertextes qui vont renvoyer vers d'autres sites qu'on va juger nous pertinents.
d'une certaine façon. Donc on va enrichir le On peut contenu. l'enrichir aussi par du contenu média, que ce soit du son, de la vidéo ou des infographies. Et je trouve que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui a tendance à se démocratiser, mais même pour Corsenet Info, qui est un pure player, que ne font pas tous les journalistes. Mais petit à petit, les journalistes ont tendance, et de la même façon, Accor ce matin vont le faire sur le site internet, ou à Viasté, pareil, ou Alta Frequenza aussi, ainsi de suite. Vous êtes très confraternel, Gazet, merci. Non, mais c'est quelque chose qui tend à se moderniser, mais c'est une habitude. Les journalistes ne sont pas formés pour le web. En Corse, actuellement, il y a très peu de journalistes qui ont été formés expressément pour le web. Mais du coup, c'est des automatismes à prendre et des choses qui évoluent. Alors, pour lutter contre les fake news, Emmanuel Macron a proposé une loi qui sanctionnerait la diffusion de fausses nouvelles, surtout dans le cadre de campagnes électorales. Avec donc une procédure en référé, donc une procédure d'urgence et une coopération des réseaux sociaux pour remonter jusqu'aux auteurs de la fausse nouvelle. Isabelle, de la même manière, est-ce que vous trouvez ça nécessaire ou est-ce que ça vous inquiète un petit peu quand même cette surveillance politique ? Alors, je ne sais pas si la surveillance politique m'inquiète. Moi, ce qui me fait quand même un peu rire, c'est que dans un pays comme le nôtre, chaque fois qu'il y a un problème sur quelque chose, on fait une loi. C'est magnifique, on fait des lois pour tout. On doit avoir le code pénal le plus épais du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une loi, il faut pouvoir l'appliquer. Et je ne suis pas tout à fait certaine qu'on puisse appliquer cette loi sur les fake news. On l'a vu notamment lors de la campagne sur la présidence des États-Unis. Les fake news qui arrivaient sur les réseaux sociaux, c'était des sites qui étaient basés en dehors des États-Unis, certains en Russie, a-t-on dit, et sur lesquels la législation du pays n'a strictement aucune prise, mais aucune. On ne peut pas remonter les auteurs, on ne peut pas aller les chercher, on ne peut pas les faire passer devant un tribunal. À la limite, on peut fermer le site. Mais ça ne changera rien. Il va en rouvrir un autre dans la demi-journée qui suit et qui balancera des fake news de la même manière. Les fake news, tout à l'heure, on disait c'est aux journalistes de traquer les fake news. Et ça me fait rebondir sur ce que disait Julien il y a quelques minutes aussi. Les fake news, dans les médias traditionnels, qu'ils soient sur le web, sur papier, sur tout ce qu'on veut, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est des erreurs. Ou alors c'est une erreur qui est rectifiée dans la foulée. Les fake news, ça arrive sur les réseaux sociaux. On ne peut pas aller traquer les fake news qui sont sur les réseaux sociaux. C'est impossible. C'est pas notre rôle. Julien, est-ce que vous avez est-ce que vous avez conscience de cet état de fait quand, par exemple, vous parcourez votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous vous dites c'est pas forcément super crédible ou super fiable, je vais peut-être aller sur un site d'information pour vérifier. Oui, exactement. Mais après, ça dépend de l'information. Si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse pas forcément, je vais pas creuser plus que ça sur savoir si c'est la vérité ou pas. Sinon, c'est vrai que après, si c'est un sujet qui m'intéresse, je vais aller chercher, voir tout ce qui se fait sur Internet, même s'il y a des émissions de télé qui en parlent ou ce genre de choses. Mais après, moi, je suis pas de nature à croire tout ce qu'on me dit. Donc, si je vois une information qui passe, je vais pas non plus ni la redire ou la partager, quoi. Mais voilà, quand ça m'intéresse, je vais vérifier l'information. Alors Julien, on va vous mettre à contribution. Alors, vous n'êtes pas qu'un simple invité ce soir, vous êtes aussi un chroniqueur junior. Voilà. C'est ça, un débutant. Et vous allez nous parler d'un groupe que vous aimez particulièrement. C'est ça. L'Impératrice, alors on vous écoute. Alors l'Impératrice, moi c'est vrai que je suis fan de musique disco et funk, même si j'ai que 17 ans, mais j'ai mon père qui est musicien, donc il m'a un peu inculqué cet esprit de la musique. Et j'ai un ami qui m'a présenté, qui m'a montré, qui m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle l'Impératrice, c'est Louis, merci Louis, sinon je serais pas là ce soir sans toi. Et voilà, c'est un groupe que moi j'adore, qui gagne à être connu. Ils ont remporté le prix du public d'Isère en 2016, et donc comme vous l'avez dit, c'est l'Impératrice. Alors ils existent depuis 2012, ils ont déjà sorti 4 EP, et avec les EP, pour ceux qui ne savent pas, en fait les EP en gros c'est des mini-albums que les artistes sortent avant de sortir leur vrai projet. 4-5 titres à peu voilà, près. c'est genre, voilà. Et donc avec les rééditions et les remixes de leurs premiers EP, ils sont à peu près 7. Et
D'ailleurs, dans leur EP Odyssée, une petite pépite, hein, c'est Agitation Tropicale, le nom de la musique, c'est la musique avec laquelle je les ai découverts. Et là, récemment, le 2 mars 2018, ils ont sorti leur premier album, Matahari. Là, on peut entendre un extrait, donc un de mes coups de cœur, c'est Erreur 404. Il y a aussi Paris, qui est très bien, que j'adore. Et voilà, je pense que c'est un album qui va beaucoup tourner cet été. Donc ils sont 5 musiciens et une chanteuse, Charles, David, Annie, Martin, Tom et Flore. Et ils ont un style de musique assez diversifié. Moi, je trouve qu'ils recoupent plusieurs styles de musique. Ça mélange, donc, comme j'ai dit, le funk, la disco, de la pop, de l'électro. Ils appellent ça entre variété et de la disco galactique, de la disco galactique et ou alors même musique cocktail. Parfois même un peu axé vers la musique house, un peu la musique de club, un petit peu plus musique de DJ. Et voilà, un aspect un peu futuriste aussi dans leur musique, quelque chose de poétique, de cinématographique, avec le style French Touch, un peu à la Daft Punk, qui représente un petit peu cet esprit French Touch, avec un mélange de machines, donc de claviers, synthétiseurs, tout ça, et des vrais instruments, ou alors même, quand je dis des machines, des sons synthétiques, ouais, voilà. Et donc avec des basses, le bassiste hein, qui amène son côté disco et funk, parce que dans la musique funk et le disco, la basse est un élément indispensable de la musique. Une guitare funky aussi, donc des sons de clavier venus d'ailleurs. Et Flore, la chanteuse, qui a une voix très aiguë, très pure et même, j'irais même jusqu'à dire envoûtante. Donc voilà, donc l'impératrice qui vient de sortir son nouvel album Matahari, disponible depuis le 2 mars 2018 et c'est disponible en physique et en digital. Parfait, Julien. Nous ici, on a l'empereur des critiques signé. C'est Xavier Affre. La barre est... Hein? Je ne vais pas parler d'impératrice, je ne connais pas. Mais je vais découvrir du coup. Mais faites gaffe parce qu'on a très bon chroniqueur là. Ah, je vois. En herbe. De toute façon, c'est le seul jeune. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. Soyez pas désagréables, on est tous jeunes dans notre tête. Ah, ben c'est vous qui avez présenté. Xavier, c'est à vous. C'est à moi. Oui. Alors, je voulais parler de films sur la presse. Évidemment, les films sont légion. Hein. J'aurai un petit commentaire à faire sur les sondages après. Je trouve idiot d'ailleurs. Enfin, bon, donc, la presse comme contre-pouvoir dans les films américains notamment, et le dernier en date, Pentagon Papers de Steven Spielberg, qui est sorti en janvier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, peut-être, voilà, avec Meryl Streep et Tom Hanks, qui sont un des atouts du film. Alors, bon, c'est une histoire vraie, tirée d'une histoire vraie, parce que c'est l'équipe du Washington Post. Donc, Katharine Graham, qui était la première femme directrice de la publication d'un grand journal américain. D'ailleurs, on lui a un peu fait payer, on le voit bien dans le film, et qui s'associe à son rédacteur en chef, joué par Tom Hanks, qui s'appelle Ben Bradley. Et les deux vont tomber sur des papiers, de vrais documents classés top secret, les fameux Pentagon Papers, classés secret défense, où il est question d'arrangement avec la réalité au niveau du Vietnam, sur plusieurs présidents américains d'ailleurs, hein, ça parle même de Kennedy. Vous savez, celui qu'on adore et qui est extraordinaire, mais qui finalement... Bon, il y a de grandes zones d'ombre aussi sur Kennedy. Comme tous les grands hommes. Voilà. Et donc, du coup, le film montre un peu, sous la forme d'un thriller assez épatant, comment l'équipe essaie de tomber sur ces informations et veut les publier. Et c'est une bagarre, puisque le président Nixon est évidemment très furieux, le pauvre, puisque quelques années après, il va devoir démissionner à cause du Watergate. Mais là, il est très très furieux et il fait tout pour empêcher la publication de ces articles du New York Times, parce que ça commence par le New York Times d'ailleurs au départ, et le Post prend la suite dans l'enquête. Et il y a aussi ça dans le film que je trouve assez intéressant, parce que le film est une reconstitution assez incroyable. Hein. Spielberg, bon, loin de moi l'idée de critiquer Steven Spielberg, c'est quand même pas un manchot. Donc la reconstitution est extraordinaire. Années 70, on est en 71. Mais il y a autre chose. On sent bien que c'est très actuel. Hein. On sent là la petite référence à Trump. On sent la référence à la façon dont ils traitent les médias aux États-Unis, notamment, et surtout par rapport aux femmes. C'est assez inattendu de la part de Spielberg, parce qu'à mon avis, le sujet principal du film est sans doute cette femme, ce portrait assez extraordinaire et plutôt bien porté par Meryl Streep, de cette femme qui doit affronter quand même pas mal de choses dans ce milieu qui est très très masculin, où on lui pardonne assez peu. Le journal... Voilà, le journal appartenait, alors si mes souvenirs du film suivi, à son mari, et donc on a confiance en son mari. Par contre, évidemment, elle, beaucoup moins. Notamment, on voit des scènes comme ça avec les différents conseils d'administration qui est assez frileux. Et c'est une femme courageuse, parce qu'elle prend la décision de publier ces fameux Pentagon Papers, alors qu'on lui déconseillait fortement, bien entendu.
Et ça a fait quand même un des scoops les plus retentissants aux États-Unis. Notamment, et Spielberg est assez intelligent là-dessus, en faisant le lien avec le Watergate, parce que c'est aussi le Washington Post, ça sera quelques années après. Et le lien est fait à travers une scène qui est assez intéressante. Voilà, donc c'est comme toujours, chez lui, c'est très très bien fait. Il y a plusieurs lectures, plusieurs angles, donc c'est passionnant. Très bien. Je vous propose de parler de Spotlight pour une autre émission. En revanche, je veux bien vous entendre sur sur les sondages. Je me demande quel intérêt de demander à des gens si les journalistes sont utiles. C'est comme pour les enseignants d'ailleurs. Les enseignants sont-ils utiles ou pas? C'était une question qui faisait partie d'une grande enquête. Pas forcément, parce qu'on a assisté, on assiste encore à du journalisme qu'on appelle le journaliste bashing. Donc est-ce que... Au final, si c'est une profession qu'on adore détester, on peut se poser la question, savoir si les Français trouvent qu'elle est encore utile. Non, mais final. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire un sondage, il y aura le résultat inverse dans un mois. J'ai les sondages pour ce que ça vaut. Bon, c'est pas. Enfin, ça me paraît un peu. Moi, on se pose beaucoup de questions sur la presse. Moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en ce moment en Turquie. Là, on a vraiment un pays où la presse est rondement malmenée. Donc, c'est pas. Voilà, c'est tout. Utile, pas utile, la presse est toujours utile. C'est une porte ouverte. Voilà, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'elle est utile, mais c'est une question qu'on se pose à notre époque, parce qu'à l'époque, je veux dire, il y a avec les journalistes, maintenant, justement, avec Internet et tout... tout le monde peut penser être journaliste. Les vrais journalistes peuvent être décrédibilisés, du coup, c'est là, à mon avis, c'est à ce moment-là que cette question se pose. Pardon. Faites gaffe, Xavier. Julien va prendre votre place. C'est juste, moi je voudrais rajouter, c'est juste un gage de démocratie en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que... la presse. La presse. Pas la question. Non, la presse. La presse, c'est juste un gage de démocratie. C'est-à-dire que là où on estime que les journalistes ne sont pas utiles, on sait très bien ce que c'est comme régime, quoi. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. En Turquie, on ne demande pas aux gens si c'est utile ou pas, parce qu'on interdit quand même. C'est la Corée du Nord, c'est la Turquie, c'est la Russie de Poutine, quoi. C'est clair, hein. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant parce que je n'ai pas pu répondre tout à l'heure aux fake news et à Emmanuel Macron, mais je trouve que ce projet de loi c'est complètement démago. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a une image en France de la presse comme intouchable, comme noble, mais je crois que c'est l'an dernier, Reporters sans frontières sortait une étude où la France elle arrivait au 40e rang mondial de la liberté de la presse, bien loin derrière nombre de pays européens, mais même des pays africains, même des pays sous-développement. Donc ça montre aussi les limites de la chose. Moi je pense qu'une loi, parce que j'ai pas pu en parler, ça m'énervait, une loi anti-fake news, ça veut tout dire rien dire, c'est complètement démago. Et puis en campagne électorale, en plus, en ciblant les campagnes électorales, nous on est journalistes, on le sait, souvent on a des dossiers des dossiers qui sont grands comme ça à étudier, et c'est compliqué, c'est la partie compliquée du métier. Et je me demande qui c'est qui va aller rechercher excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais les conneries de campagne des uns et des autres en période électorale. Sur les sources, justement, puisque la thématique de la semaine de la presse, c'est les sources de l'information. Nous sommes bien placés ici pour savoir que nous recevons énormément de communiqués de presse, de dossiers de presse. Excusez-moi, je reprends. Si ce n'est les journalistes, parce que... On avait bien compris. Énormément de communiqués de presse ou de dossiers de presse. Des fois, c'est un peu facile. On se dit, voilà, on s'arrête à ce qui nous est gentiment donné et joliment impacté, et on ne va pas forcément aller chercher plus loin. Alors, oui, il y a de plus en plus, mais pas qu'ici, hein. Non, bien sûr. Il y a de plus en plus de services de com qui... et de plus en plus efficaces. Qui travaillent très bien. Et qui, à mon avis, dévastent une forêt amazonienne par jour avec les dossiers de presse qui nous envoient. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que les dossiers de presse, j'ai une furieuse tendance à pas les lire. D'accord. Mais carrément, sauf pour aller rechercher un chiffre ou un truc que j'aurais mal noté. Mais je crois que l'essence de ce métier, c'est justement de prendre le dossier de presse et de le mettre à la corbeille à papier le plus vite possible. Et au contraire, de bosser son sujet avec les interlocuteurs qu'on a. C'est aussi un truc... Et puis je vais rebondir sur tout à l'heure, parce que ça m'énerve un peu quand même aussi, cette histoire de fake news en campagne électorale. Je veux dire, la conception qu'Emmanuel Macron a de la liberté de presse,
est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est quand même le type qui choisit ses journalistes, c'est quand même le type qui choisit à quel moment on a le droit de le photographier ou d'interviewer. La communication est très, très verrouillée, en tout cas chez Emmanuel Ah, mais Macron. carrément. Voilà. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il fait partie, je pense, de ces hommes politiques qui s'imaginent que l'information et la communication, c'est la même chose. Or, ça n'est pas la même chose. Et c'est bien de le préciser. Pour ne pas se faire avoir, justement, la multiplication des sources et l'éducation média est essentielle. Et je vous propose de vous rendre sur le site éducation.francetv.fr où des programmes courts et des petites pastilles sont réalisés avec beaucoup de talent et sont destinés aux enfants dès l'âge de 6 ans jusqu'aux ados 17 ans. On peut citer Un jour une question, Mon fil info ou encore des codes Actu. Allez, Isabelle Louchon-Gazet-Pojoul, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. C'est passé très vite. C'est passé très vite. On vous lit donc sur Corse Matin, dans Corse Matin et sur Corsenet Info. Julien, tu reviens quand tu veux. Hein. Xavier, merci beaucoup. À très vite. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur Internet en replay. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt, dès demain, toujours sur France 3 Corse, via Stella. Merci beaucoup.